Salut à tous, c'est bel et bien un entretien sur le podcast désormais endurant du CCF, Combat Futur. Nous essayons d'être au plus près de la ligne de front et de ses nouveautés, voire révolutions, mais pensons-nous encore à nos appuis, à la logistique et à l'entretien que cela demande? Eh bien oui, et pour nous parler de ce que l'on nomme aux armées MCOT, c'est-à-dire maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, nous recevons Laurent Carr, expert technique défense à la CIMT. Monsieur Carr, bonjour. Bonjour. Alors, en guise de prolégomène, c'est quoi la CIMT et en quoi consiste votre cœur de métier? Alors la CIMT, c'est la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres. Alors, après avoir décrit ce long acronyme, il s'agit en fait d'une structure en charge de la maintenance, de la réparation, de la remise à hauteur de nos matériels terrestres. La CIMT, en fait, a été créée en 2010. Elle a succédé à la DCMAT, la Direction Centrale des Matériels, suite à la répartition des matériels par milieu. Il a été décidé que tout ce qui relevait du terrestre revenait à la CIMT, tout ce qui volait à la DMAE, tout ce qui naviguait relevait du SSF. Cette répartition par milieu indique de facto que la CIMT s'occupe de toutes les armées et différents services utilisant des matériels terrestres. Bien entendu, c'est l'armée de terre qui est notre principal entre guillemets, client, puisque c'est elle qui dispose du plus grand nombre de matériel terrestre. Donc la CIMT, la mission de la CIMT, c'est de contractualiser des prestations de maintenance, d'acheter des fournitures pour réparer les matériels, mais également, bien entendu, de collecter les besoins. Elle est prescripteur des besoins de maintenance et de mettre en œuvre vis-à-vis de ces maîtrises d'œuvre que sont aujourd'hui le CALT, le commandement d'appui à la logistique de théâtre, mais aussi la brigade de maintenance, le SMITER, le service de la maintenance industrielle terrestre. Donc sa mission est d'organiser toute cette chaîne de maintenance auprès de ces maîtrises d'œuvre. Vous êtes combien à la CIMT et vous trouvez où? Quel est le périmètre des matériels dont vous vous occupez? Alors la CIMT, et donc mon bureau au titre de l'expertise technique, s'occupe d'environ 4 millions de matériel complet qui vont du char de combat en passant par le poste radio contact, le nouveau poste radio, l'armement petit calibre, la HK 416. Donc on a environ entre 10 000 et 14 000 matériels différents à gérer. À côté de ça, il y a 150 millions environ de rechanges réparables qui vont s'intégrer sur ces matériels, qui vont équiper ces matériels complets, ces équipements complets. Dans ce périmètre de 4 millions de matériel complet, nous avons aussi toute la gamme Scorpion, cette nouvelle capacité opérationnelle de l'armée de terre majeure, constitué par le véhicule Griffon, Jaguar et Serval déjà déployés et très prochainement la revalorisation du char Leclerc. Votre personnel s'occupera d'un matériel en particulier ou sera sur tout le spectre? Nos 250 personnes sont réparties en 8 sections et chacune des sections a des parcs, a ses compétences sur des parcs bien particuliers. Par exemple, à Clermont-Ferrand, j'ai une section qui s'occupe des véhicules légers. À Neuville-Payou, des véhicules poids lourds. À Poitiers, de l'armement petit calibre. Voilà. On fonctionne par domaine de compétences, par parc. Alors la CIMT, on est environ 1100 personnes qui est positionnée, qui se situe essentiellement sur le plateau de Satory à Versailles. La CIMT dispose également de détachements en province, notamment ceux qui sont sous ma responsabilité, les sections d'expertise technique du MCO terrestre. Et donc qui se trouvent au plus près
des opérateurs, des régiments, etc. Exactement, au plus près des formations du matériel, puisque ces sections d'environ une vingtaine d'experts techniques sont ainsi au plus près des ateliers pour recueillir, tester également les dernières évolutions techniques proposées par nos partenaires industriels. Pour ceux qui travaillent à la CIMT, quelles origines sont-ils? Sont-ils des ingénieurs? Sont-ils des techniciens? Sont-ils des mécaniciens? C'est en effet essentiellement des techniciens, avec une mixité civile militaire, mais également quand même, notamment avec le gros pôle d'acheteurs, nous avons des personnels administratifs, tant dans la réalisation des contrats qu'également la réalisation, tous les traitements budgétaires et financiers. C'est aussi des propriétés assez remarquables de la CIM que d'avoir en son sein des prescripteurs de besoins, des acheteurs et des traitants qui vont régler tous les volets financiers, donc apporter bien sûr les autorisations d'engagement, mais également procéder à la liquidation, à la facturation des prestations. Ce qui rend la CIMT totalement autonome et réactive pour tous ces achats et la mise en œuvre de ces achats. Donc vous êtes d'un bout à l'autre de la chaîne logistique, en passant par les financements, tout ce qui peut être juridique, et jusqu'au remplacement des pièces. Exactement, exactement. D'où le nom de structure intégrée. Alors, je crois que vous avez des domaines d'activité principaux. Je crois qu'il y en a 4, je crois. Au sein je suis le chef du bureau de l'expertise technique, qui fait partie de la division technique et logistique, qui apportons justement aux prescripteurs de besoins notre expertise technique pour mieux spécifier ces besoins. Nous sommes environ 250, avec 8 sections délocalisées en province. Et notre travail, l'expertise technique, en effet se répartit dans 4 domaines d'activité. Le premier, le plus important, c'est celui de l'appui technique. Nous représentons une véritable hotline au profit des utilisateurs au sein des régiments. Un maintenancier qui se pose une question sur un événement technique arrivant sur son véhicule, nous sommes là pour lui apporter des éléments de réponse ou pour instruire ce nouveau fait technique. Cet appui technique, on l'apporte également, comme j'ai dit précédemment, aux prescripteurs de besoins, tant sur les prestations de maintenance que sur les fournitures, les bonnes fournitures à commander. Le deuxième domaine d'activité est relatif à la gestion de configuration de nos matériels. Nos matériels dans le milieu terrestre, ils peuvent avoir une durée de vie très longue. Le véhicule de l'avant blindé, le fameux VAB, a 50 ans. Donc on imagine bien que sa configuration en sortie d'usine il y a 50 ans est totalement différente de celle d'aujourd'hui. Il a fallu suivre ces évolutions de configuration, tant sur le plan de la sécurité des biens et des personnes que sur la nécessité d'approvisionner les bonnes rechanges, les bonnes pièces détachées. Cette gestion de configuration aussi s'accompagne du traitement des obsolescences. Au bout de 50 ans, de nombreuses pièces ne se font plus. Donc il nous revient, en collaboration ou sans, avec nos partenaires industriels, il nous revient de proposer des solutions de remplacement, de trouver des solutions de remplacement. C'est le fameux traitement de l'obsolescence qui représente une grande partie de notre travail. Le troisième domaine d'activité, au sein de l'expertise technique, c'est celui de l'entretien de nos référentiels techniques. Nos opérateurs, au niveau du système d'information, recueillent leurs besoins suite à un diagnostic d'un matériel, et il faut que leurs besoins apparaissent bien sur ces systèmes d'information. S'ils ont évolué, nous devons mettre à jour dans le système d'information, comme dans la documentation, ces nouvelles pièces détachées à commander, ces nouveaux équipements à mettre en place. Et enfin, le dernier domaine d'activité, c'est celui du retour d'expérience.
c'est pour nous, en tout cas c'est pour moi le domaine un des plus importants, car il va permettre de tirer des enseignements et de proposer des améliorations pour être encore meilleur. Dans le domaine de ces améliorations, on a l'innovation qui va être un levier important. Mais également, en plus de l'innovation, une remise en cause, et ça c'est un travail assez difficile, une remise en cause de nos plans de maintenance et voire des contrôles réglementaires. Le retour d'expérience avec une consultation de nos maintenanciers, de nos experts techniques, en prenant du recul, vont pouvoir proposer de retirer des actes initialement prévus par l'industriel que l'on juge en surqualité avec le retour d'expérience. Après 5 ans, 10 ans de soutien au service, on s'aperçoit que changer ces pièces-là n'apporte rien. Lors de leur échange, elles sont toujours en bon état. Donc on va remettre en cause ces plans de maintenance dans l'objectif de gagner, de récupérer de la ressource, récupérer des heures de travail, éviter l'immobilisation des véhicules pour des visites inutiles, espacer ces visites dans le temps. Et ça, c'est un travail majeur que l'on réalise, tant sur le plan de maintenance que sur le volet réglementaire. Par exemple, récemment, nous avons arrêté le contrôle des chronotachygraphes, qui est cet appareil servant à mesurer le temps de conduite et de pause, de repos des conducteurs, au motif que la réglementation européenne exempte les services étatiques de cette mesure du temps de conduite, pourvu que la fonction logistique reste quand même sous contrôle, ce qui est le cas au sein des armées, avec un équipage, un chef de bord, un conducteur et un carnet de bord sur lequel on trace justement tout ce qui se passe. Et cette mesure que l'on a prise a permis de faire des économies. Un chronotachygraphe, c'est tous les 2 ans, ça peut aller jusqu'à 400 €. Et surtout, éviter un déplacement d'un véhicule dans une concession pour réaliser ces opérations. Donc on a gagné aussi en disponibilité des matériels. Le gros gain que l'on souhaite et que l'on envisage, c'est celui apporté par les innovations. Les innovations avec différents projets que l'on met en place, sachant que l'innovation pour nous est vraiment on crée un nouveau besoin en innovant. Et les technologies qu'on nous propose avec la numérisation, l'impression 3D, sont très prometteuses, mais il faut bien prendre en compte que ces nouveaux besoins resteront toujours difficiles à mettre en place, tant sur le plan technique, puisque leur industrialisation reste quand même assez récente, que sur le plan humain au titre de la conduite du changement. Changer les façons de travailler, c'est toujours un travail assez long qui nécessite obligatoirement un accompagnement. Et là, je crois que vous avez 5 domaines principaux d'innovation. Sur l'innovation, en effet, on travaille sur 5 axes. Le premier, celui de la numérisation des ateliers. Le second, celui de la fabrication additive, les impressions 3D. Le troisième, celui de la robotisation, au profit de la logistique comme de la maintenance. Le quatrième, sur la maintenance prévisionnelle, qui vise à extrapoler des événements techniques pour mieux planifier la maintenance de nos matériels, les convoquer à temps en fait, et non pas en mesure préventive. Et le cinquième, plus en rapport avec des actions d'éco-responsabilité, comme par exemple la conception qu'on est en train de réaliser avec un partenaire industriel d'un groupe électrogène à pile à hydrogène, à pile à combustible à hydrogène. Alors, quand vous parlez de numérisation, c'est une numérisation qui est centrée vers qui? Sur quoi? Cette numérisation, comme tous nos projets d'ailleurs, sont centrés vers nos utilisateurs.
vers les maintenanciers, vers les acteurs de terrain, qui sont aussi les utilisateurs des matériels, les logisticiens. Donc, quand on parle de numérisation du MCOT, au sein de l'expertise technique, c'est vers eux qu'on cible ces projets. Par exemple, nous avons le projet ICAR qui consiste à mettre en place auprès de ces acteurs de terrain des terminaux mobiles sécurisés pour leur apporter, pour leur donner accès à Intradef, à toute la connaissance du MCOT qui se situe sur Intradef. Qui hier, cette connaissance n'était accessible que depuis un PC dans un bureau. Aujourd'hui, on leur amène au plus près de leur acte technico-logistique les informations dont ils ont besoin. Et sur ces terminaux, ils pourront collecter d'une manière automatique et fiable toutes les données issues de leur matériel. Ces données peuvent provenir des puces RFID, ces petites étiquettes passives qu'on colle et qu'on oublie sur un matériel, mais qui sont de véritables cartes vitales d'un matériel, ses identifications, les dernières opérations de maintenance réalisées. Donc avec ces terminaux ICAR, ils peuvent déjà collecter ces informations sur un matériel. Donc à travers ces IoT et aussi une connexion directement sur les véhicules, à travers ce qu'on appelle la vétronique des véhicules, ils pourront collecter toutes les données d'usage, les données de santé des véhicules, d'une manière automatisée et fiable. Aujourd'hui, le projet ICAR est déployé dans toutes les unités en métropole, essentiellement de l'armée de terre, mais aussi dans les bases aériennes de l'armée de l'air et quelques terminaux au sein de la marine, chez les commandos Pontchardier. Alors, autre axe d'innovation, alors certains disent fabrication additive, mais je crois qu'il y a un terme un peu plus générique et que le grand public connaît, c'est en fait c'est l'imprimante 3D. Oui, en effet, donc c'est notre deuxième axe d'amélioration qui est très prometteur. Le concept, nos cas d'usage sur l'imprimante 3D, c'est d'être en capacité, en autonomie, de créer une pièce détachée, de fabriquer une pièce détachée qui nous manque, soit parce que les délais logistiques sont trop longs, je suis en opération extérieure et j'ai besoin de cette pièce immédiatement, soit parce que cette pièce n'est plus fabriquée. Donc ça rentre aussi dans le cadre du traitement de l'obsolescence. Ça, c'est le cas d'usage principal de la fabrication additive. La fabrication additive permettra également de faire des réparations d'urgence en créant une pièce qui sera non définitive, mais qui pourra permettre de faire fonctionner pour une mission, le matériel. C'est aussi un moyen de créer des prototypes, de créer des outillages qui vont permettre aux maintenanciers de faciliter leurs actes de maintenance. Donc la fabrication additive nous promet différents cas d'usage que nous sommes donc en train de mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous avons à peu près 70 impressions 3D avec l'ambition de toutes les connecter sur Intradef en utilisant un outil de supervision permettant en fait de lancer des productions comme si nous avions une ferme d'imprimantes 3D. Au lieu que cette ferme soit centralisée dans un bâtiment, elle sera centralisée au sein de toutes nos unités des formations du matériel. À noter que ces imprimantes 3D, qui seront supervisées par cette application MainChain de notre partenaire industriel Vistory, disposent d'un module blockchain qui nous permettra de faire des échanges en toute confiance avec nos partenaires industriels pour disposer des fichiers d'impression. Ce qui est l'enjeu en fait pour nous sur l'impression 3D, c'est de disposer le plus possible de fichiers, d'une bibliothèque de pièces détachées en 3D. On ne parle plus maintenant de pièces matérielles, mais de pièces immatérielles capables d'être fabriquées à partir de cette bibliothèque qu'on est en train d'enrichir. Est-ce qu'on peut imaginer, avec les améliorations de l'impression 3D, que ces pièces de rechange deviennent pérennes? Est-ce que
Voilà, l'innovation technologique fait que vous pouvez faire du 3D avec du métal, avec des choses de plus en plus puissantes. 70 imprimantes 3D sont en polymère. Sont en matière plastique. Les pièces issues de notre catalogue seront pérennes au sens où une fois qu'on a mis ces pièces sur le véhicule, c'est jusqu'à la fin de vie du véhicule ou de la pièce. Il n'y a pas de notion d'échange de cette pièce à la fin d'une mission ou quand le véhicule revient en métropole. Ce qui sera le cas par contre pour les réparations d'urgence où le maintenancier sur place conçoit par lui-même une pièce devant remplacer temporairement une pièce défectueuse. Là, en effet, on est dans le cadre des réparations d'urgence, il y aura une réparation de pièces. S'agissant du métal, nous travaillons là actuellement, nous avons acquis récemment une imprimante métal dans le cadre du projet Optimus, et nous avons aussi l'ambition de rajouter cette capacité d'impression 3D en métal, puisque en effet le métal sur nos matériels terrestres, c'est quand même la plus grosse partie de la composition de nos matériels. Alors vous parliez de robotique, faites-nous rêver, dans quel domaine ? La robotique, en effet, nous sommes là pour l'instant, on n'a pas de mise en production. Alors, on a une mise en production de robots au niveau de la logistique. Nous avons acquis aujourd'hui 3 robots pour nos magasins centraux avec l'objectif de transporter des pièces détachées d'un point A à un point B dans le cadre de la réception, du stockage ou de l'expédition de matériel. Donc ça, c'est en voie sur 3 sites de magasinage, c'est en voie d'évaluation pour pouvoir étendre ce concept d'une manière plus générale avec beaucoup plus de robots. Le deuxième volet étudié sur la robotique, c'est vraiment celui qui va aider le maintenancier. On a un domaine, là c'est tout à fait exploratoire, on a un cas d'usage où on souhaite concevoir un robot en mesure de changer en toute autonomie la roue d'un véhicule blindé. Donc dans l'idée bien sûr que ça puisse se faire en opération extérieure comme en métropole. Donc là ce serait vraiment le robot qui aiderait vraiment la maintenance. On n'est plus dans le robot de la logistique, mais dans le robot de la maintenance. Je crois qu'il y a un autre domaine, c'est la maintenance. Alors, prévisionnelle, prédictionnelle, comment dire ? On préfère le terme maintenance prévisionnelle que la maintenance prédictive, qui fait un peu qui peut renvoyer à des choses, tout ce qui est prédiction un peu irrationnelle, la boule de notre voyante, la tante Irma. Non, on est dans le prévisionnel avec des modèles de calcul, des données statistiques, enfin tous ces algorithmes faisant aujourd'hui appel même à de l'intelligence artificielle. Donc en effet, c'est un sujet sur lequel on travaille avec l'idée de la maintenance prévisionnelle. Son objectif, c'est de faire une maintenance à temps, en étant prévenu avant, bien entendu, pour planifier la convocation des matériels et éviter des actes de maintenance répétitifs, systématiques, en mesure préventive. Donc là, les gains attendus sont en effet assez conséquents, mais cela nécessite de collecter beaucoup de données afin qu'elles soient analysées, extrapolées en événements techniques, beaucoup de données, et d'où le projet de numérisation ICAR dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va servir à collecter les données des véhicules, mais également donc forcément du temps pour régler les algorithmes, régler les modèles suite à ces analyses de données qui se feront sur quand même plusieurs années. Donc nous en sommes au début avec les sujets de collecte de données, de stockage de données et d'outils d'analyse de ces données, avec l'objectif que les propositions, ces extrapolations,
reviennent sur notre système d'information central, celui de notre maintenancier, qui verra un petit drapeau se lever pour demander la convocation d'un véhicule. Dernier domaine dont vous nous avez teasé tout à l'heure, l'éco-responsabilité. En quoi ça consiste ? Ça consiste à proposer des projets donc en effet qui se veulent éco-responsables, comme par exemple celui sur lequel on travaille aujourd'hui, Emera, la conception d'un groupe électrogène à pile à combustible à hydrogène, qui présente un côté éco-responsable vis-à-vis des énergies fossiles. Là, on serait sur de l'hydrogène, mais aussi opérationnel, puisque ce groupe électrogène ne ferait pas de bruit, serait silencieux. Et on essaye aussi de développer la mise en place d'équipements qui permettent de charger, de récupérer de l'énergie solaire avec des panneaux solaires. On a aussi développé une remorque équipée de panneaux solaires qui vont permettre d'assurer le maintien de charge des batteries pour du matériel stocké à l'extérieur. Voilà, ces sujets-là sont aussi dans notre scope, sur notre feuille de route. En résumé et pour terminer, quel est l'objectif de la CIM ? Ce qui donne du sens à notre travail, nous, la CIM en direction centrale, c'est toutes les actions qu'on doit mener pour que nos hommes, nos femmes qui sont en opération extérieure réussissent leur mission dans les meilleures conditions. C'est en tout cas personnellement, moi, le sens que je donne à mon travail au quotidien, c'est à penser à eux, non seulement pour l'entraînement en métropole, mais surtout sur ce qu'ils sont en train de réaliser lors de leurs opérations menées actuellement. Concrètement, ces révolutions dans le MCO, comment elles vont impacter le maintenancier qui est déployé avec son unité dans un combat de haute intensité, puisqu'on en parle beaucoup? Alors, toutes les innovations sur lesquelles on travaille, en effet, elles sont conçues pour être utilisées en métropole et surtout en opération extérieure, dans le but d'améliorer, de simplifier en fait leur travail au quotidien et de facto d'améliorer leur productivité, de réaliser leurs actes techniques ou logistiques au bon moment et sans faire de surqualité. On va donc être plus performant dans la durée et sur justement des situations de crise en toute autonomie, en plus grande autonomie d'ailleurs, face à ces situations de crise qui auront tendance à durer dans le temps. Autre question, c'est quoi le CALT et pourquoi a-t-il été créé ? Le CALT, le commandement d'appui à la logistique de théâtre, en fait, est une structure dont je ne connais pas vraiment dans les termes, les objectifs, mais ma vision que j'en ai, c'est une structure de commandement qui se veut être opérationnelle sur les actions sur le territoire national comme au sein des opérations extérieures. C'est en fait s'entraîner, mettre en place les éléments logistiques et de soutien en métropole comme on les envisage en opération extérieure. Il n'y a pas de différence. Alors pour l'armée de terre, quels sont les matériels qui rentrent dans le cadre du MCO ? Est-ce qu'il y a les hélicos de la LAT ? Est-ce qu'il y a toute la gamme Scorpion ? Non. Donc la CIM, comme je l'avais expliqué au départ, elle a une responsabilité par milieu. Et son milieu à elle, c'est le milieu terrestre. Donc tout ce qui relève et ce qui vole, les hélicos sont sous la coupe de la DMAE, le MCO de ces hélicos. Merci Laurent Carr de nous avoir dessiné un canevas qui nous permet d'esquisser le chemin que nous devons parcourir à court et à long terme pour faciliter et rendre agile plus encore la chaîne de maintien en condition opérationnelle de nos matériels. C'était Combat Futur, merci de votre soutien et nous continuerons avec persévérance en maintenant la cadence pour traiter les sujets de la ligne mouvante, de l'arrière et de l'avant, mais toujours les yeux rivés vers l'avenir. Salut!